Je ne sais pas quand la cause et la manière seront déterminées officiellement. Daniel et Barbara Lenihan, amis de longue date de Gene Hackman, ont été soudainement arrêtés après sa mort, provoquant une onde de choc à Sainte-Fé. Selon plusieurs sources, des preuves médico-légales, des transactions financières suspectes et un testament inachevé ont rapidement transformé Daniel et Barbara de compagnons de confiance en principaux suspects. Mais que s'est-il réellement passé? S'agit-il d'un meurtre prémédité à des fins lucratives ou une force plus puissante tire-t-elle les ficelles dans les coulisses? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité dans la vidéo d'aujourd'hui. 1. Le jour de l'incident. Une vérité cachée. Un appel d'urgence à la police juste avant minuit, en provenance de la résidence privée de Gene Hackman, a marqué le début d'une affaire mystérieuse et effrayante. Lorsque la police de Sainte-Fé est arrivée sur les lieux, elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La pièce où Hackman a été trouvé présentait des signes évidents de dérangement. Mais étrangement, il n'y avait aucun signe d'effraction. Il ne s'agissait pas d'un cambriolage classique, mais plutôt d'un acte délibéré, commis par quelqu'un qui avait légalement accès à Hackman. La situation s'est aggravée et les agents ont découvert que Betsy Arakawa, l'épouse de Hackman, avait également disparu la même nuit. Avant de disparaître, le téléphone de Betsy avait envoyé un message énigmatique à une amie proche. « Je crois que quelque chose ne va pas », court mais profondément troublant. Ce message a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. De toute évidence, il s'est passé quelque chose au domicile de M. Hackman avant l'arrivée de la police. Betsy avait-elle découvert quelque chose d'important et était-elle devenue la prochaine cible de celui qui était derrière tout cela? Les premières preuves trouvées sur place n'ont fait qu'approfondir le mystère. Sur le bureau de Hackman, la police a découvert des documents financiers décrivant une série de transactions suspectes qui avaient eu lieu dans les mois précédant sa mort. Plusieurs sommes d'argent importantes avaient été transférées sans justification claire. Plus particulièrement, le nom de Daniel Lenihan apparaît à plusieurs reprises dans les dossiers financiers de Hackman. Pourquoi un ami proche était-il aussi impliqué dans les finances de Hackman? Cette question est immédiatement devenue un point central de l'enquête. Un autre détail alarmant est apparu. Un mystérieux appel téléphonique au numéro de Hackman peu avant sa mort. Les relevés téléphoniques ont révélé que Hackman avait reçu un appel d'un numéro non enregistré. Et moins d'une heure plus tard, il a été retrouvé mort. Les enquêteurs ont donc émis l'hypothèse que Hackman savait peut-être quelque chose d'important et que cet appel aurait pu être un dernier avertissement. Mais ce qui a vraiment orienté l'enquête vers Daniel et Barbara Lenihan, ce sont les images de surveillance de la région qui ont permis de faire une découverte majeure. Les caméras de sécurité ont filmé Daniel près de la maison de Hackman la nuit même de l'incident, alors qu'il avait prétendu ne jamais y être allé. Ces images contredisent directement les déclarations de Daniel et de Barbara, ce qui les place au centre des soupçons. Au fur et à mesure que les enquêteurs reconstituaient les faits, il est devenu de plus en plus évident que la mort de Hackman n'était pas un simple accident tragique, mais qu'il pouvait très bien s'agir d'une machination soigneusement orchestrée. Une autre découverte importante a alimenté les soupçons, les documents financiers de Hackman. Au cours des 6 mois précédant sa mort, Hackman avait effectué une série de transactions financières très inhabituelles, notamment en transférant d'importantes sommes d'argent sur un compte appartenant à Daniel Lenihan. Si ces transactions étaient légitimes, pourquoi n'y avait-il pas d'explication claire? Plus important encore, pourquoi Hackman avait-il soudainement changé la façon dont il gérait ses finances de façon aussi radicale? Tous les éléments de preuve pointaient dans la même direction. Daniel et Barbara Lenihan étaient bien plus que de simples amis proches de Hackman. Leur présence lors de ces derniers jours, leur implication dans ses affaires financières et leurs déclarations contradictoires suggèrent qu'ils ont joué un rôle plus important dans les événements qui ont conduit à sa mort. Alors que la police continuait à creuser l'affaire, de nouveaux éléments ont commencé à faire surface. Des éléments qui pourraient enfin révéler toute la vérité sur la mort mystérieuse de Hackman. 2. La police élargit l'enquête. Les détails de l'affaire devenant de plus en plus complexes, la police de Sainte-Fé a décidé d'élargir l'enquête et de se concentrer sur Daniel et Barbara Lenihan. Dès le début, les enquêteurs ont remarqué d'importantes incohérences dans leurs déclarations. Dans un premier temps, Daniel a insisté sur le fait que lui et sa femme n'avaient pas rendu visite à Hackman dans les 2 jours précédant sa mort.
Cependant, les images des caméras de surveillance situées à proximité du domicile de Hackman contredisent sa déclaration, puisqu'elles montrent Daniel près de la scène de crime la nuit de l'incident, quelques heures seulement avant la découverte du corps de Hackman. Confronté à cette contradiction, Daniel a brusquement changé sa version des faits, admettant qu'il était passé, mais seulement pour quelques minutes, avant de repartir. En outre, des témoins ont déclaré avoir vu un véhicule suspect garé devant le domicile de Hackman cette nuit-là. Lorsque la police a vérifié les registres d'immatriculation, elle a découvert que le véhicule appartenait à Daniel Lenihan. Sa présence près de la maison à un moment aussi crucial a immédiatement éveillé les soupçons. S'il n'avait rien à cacher, pourquoi aurait-il menti sur sa présence sur les lieux du crime? Outre le comportement suspect de Daniel la nuit de la mort de Hackman, la police a également découvert une série de transactions financières inhabituelles entre Hackman et Daniel au cours des 6 mois précédant la tragédie. Les relevés bancaires ont révélé que d'importantes sommes d'argent avaient été transférées des comptes de Hackman vers une société liée à Daniel. Pourtant, Hackman n'avait jamais mentionné publiquement ses investissements. Par ailleurs, un contrat immobilier lié à Hackman a été modifié à la dernière minute, accordant à Daniel des droits de propriété sur certains actifs. Cela soulève une question cruciale. Hackman avait-il volontairement effectué ces changements financiers ou avait-il été manipulé au cours de ces derniers mois? Une autre découverte choquante a été l'isolement apparent de Hackman avant sa mort. Ses amis et sa famille ont remarqué qu'il répondait moins aux appels téléphoniques, qu'il avait moins d'interactions sociales et qu'il montrait des signes de détresse dans les semaines précédant son décès. Certains témoins ont rapporté que Daniel et Barbara avaient rendu visite à Hackman beaucoup plus fréquemment que d'habitude, mais personne ne connaissait la véritable nature de leur conversation. Cela a conduit la police à se demander si Hackman n'avait pas été délibérément isolé et influencé, ce qui l'aurait empêché de comprendre pleinement ce qu'il advenait de ses finances. Outre les incohérences dans leurs déclarations et les irrégularités financières, la police s'est appuyée sur la technologie pour découvrir des preuves encore plus importantes. Tout d'abord, les relevés téléphoniques de Hackman. Betsy Arakawa. Daniel et Barbara Lenihan ont révélé un mystérieux appel à Hackman la nuit de sa mort. L'appel provenait d'un numéro de téléphone prépayé non enregistré, ce qui indique que l'appelant avait délibérément dissimulé son identité. La conversation n'a duré que 48 secondes. Mais immédiatement après, Hackman a accédé à son téléphone et a consulté d'importants documents financiers dans sa messagerie électronique personnelle. Cela soulève une possibilité effrayante. Quelqu'un avait-il tenté d'avertir Hackman? S'était-il rendu compte que quelque chose allait terriblement mal? Mais trop tard pour l'arrêter? D'autres données téléphoniques ont révélé un autre indice troublant. Betsy Arakawa, l'épouse de Hackman, a envoyé un dernier message énigmatique avant de disparaître mystérieusement. Le message disait « Je pense que quelque chose ne va pas », envoyé à un ami proche. Il laissait entendre que Betsy avait peut-être découvert quelque chose d'important sur les affaires financières de Hackman ou sur les personnes qui l'entouraient. Puis elle a disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs ont également découvert que de nombreux SMS avaient été supprimés des téléphones de Hackman et de Betsy, et que dans les jours précédant la mort de Hackman, Daniel avait échangé de nombreux appels avec des personnes non identifiées. Outre les relevés téléphoniques, la police a examiné l'ordinateur personnel de Daniel Lenihan, ce qui a permis de faire une autre révélation troublante. L'historique des recherches a montré que Daniel avait fait des recherches sur la manière de modifier légalement un testament juste avant la mort de Hackman. Cela suggère fortement que Daniel avait l'intention de modifier les dispositions successorales de Hackman en sa faveur. En outre, des images de surveillance prises près de la résidence de Hackman ont montré un homme ressemblant à Daniel sortant de son véhicule la nuit de l'incident, ce qui contredit directement son affirmation précédente selon laquelle il n'était pas du tout près de la scène à ce moment-là. Avec des preuves de plus en plus nombreuses, la police de Santa Fe ne pouvait plus considérer Daniel et Barbara Lenihan comme de simples connaissances de Hackman. Leurs déclarations contradictoires, leur présence sur les lieux du crime, leurs liens financiers et leurs empreintes numériques étaient autant d'indices d'un acte criminel potentiel. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la police a commencé à relier les points pour découvrir le véritable mobile. S'agit-il d'un meurtre prémédité visant à exploiter la fortune de Hackman?
Ou une force supérieure a-t-elle orchestré toute la machination dans l'ombre? 3. Une découverte choquante mène à une arrestation. Les preuves recueillies par la police de Santa Fe allaient bien au-delà des déclarations contradictoires et des transactions financières suspectes. Une découverte cruciale a complètement changé l'orientation de l'enquête et a conduit à l'arrestation immédiate de Daniel et Barbara Lenihan. Cette découverte n'était autre qu'une preuve médico-légale liée à la mort de Gene Hackman. L'un des facteurs les plus déterminants qui ont permis de soupçonner Daniel et Barbara était l'activité financière inhabituelle de Gene Hackman 6 mois avant sa mort. Gene Hackman était connu pour être extrêmement discret sur ses finances, gardant toujours ses investissements sous un contrôle strict. Cependant, les relevés bancaires ont mis au jour une série de transactions importantes, avec de grosses sommes d'argent transférées dans une société privée basée à Santa Fe. Après enquête, la police a découvert que le véritable propriétaire de cette société n'était autre que Daniel Lenihan, l'ami de longue date de Hackman. Cette découverte a immédiatement mis la puce à l'oreille de la police. Si Hackman avait vraiment l'intention de transférer de l'argent à Daniel, pourquoi avait-il besoin de le faire passer par une obscure société intermédiaire? Il y avait donc deux possibilités. Soit Hackman avait été contraint d'effectuer les transferts, soit Daniel avait utilisé le nom de Hackman pour exécuter ses transactions à son insu. En creusant davantage, les inspecteurs ont découvert qu'une somme importante avait été retirée juste avant la mort de Hackman, sans que l'on sache exactement à qui elle était destinée. L'affaire est devenue encore plus suspecte lorsque la police a examiné l'ordinateur personnel de Betsy Arakawa, l'épouse de Hackman. Un testament inachevé a été découvert, contenant une modification importante de la liste des bénéficiaires. Selon ce document, une partie importante de la fortune de Hackman devait être transférée à Daniel et Barbara Lenihan, au lieu d'aller entièrement à sa femme, Betsy, comme le prévoyaient les versions précédentes de son testament. Cependant, ce qui a particulièrement attiré l'attention de la police, c'est que le testament n'était pas signé. Cela signifie que Hackman n'a peut-être pas pleinement accepté les changements. Deux possibilités inquiétantes se dessinent. Soit Hackman envisageait encore les modifications au moment de sa mort, soit quelqu'un a tenté de modifier le testament sans son consentement. Ces détails ont amené les enquêteurs à se poser une question cruciale. Daniel et Barbara ont-ils délibérément manipulé Hackman au cours de ces derniers mois, en le contraignant à modifier son testament à leur avantage? Si les preuves financières sont accablantes, ce qui a véritablement changé le cours de l'enquête, c'est le rapport d'autopsie de Gene Hackman. Dans un premier temps, la mort de Gene Hackman a été attribuée à des causes naturelles, à la vieillesse et à une santé déclinante. Cependant, lorsque la police a demandé une analyse médico-légale plus approfondie, une découverte effrayante a été faite. Une substance toxique a été trouvée dans l'organisme de Hackman. Cette substance avait des effets lents et pouvait facilement être confondue avec des maladies naturelles. Cela signifie qu'en l'absence d'une analyse médico-légale, l'affaire aurait pu être classée sans que personne ne soupçonne un acte criminel. Plus inquiétant encore, la police a trouvé des traces de la même toxine dans des échantillons d'aliments que Hackman avait consommés dans les jours précédant sa mort. Il s'agit là d'une découverte importante, car elle suggère que le poison a pu être délibérément introduit dans les repas de Hackman. Si tel était le cas, qui avait accès à la nourriture de Hackman et avait la possibilité de procéder à l'empoisonnement? Tous les soupçons se portent sur les personnes les plus proches de Hackman pendant cette période. Daniel et Barbara Lenihan ont rendu visite à Hackman plus souvent que d'habitude dans les mois qui ont précédé sa mort. S'ils étaient impliqués dans un complot d'empoisonnement, la question suivante était de savoir comment ils l'avaient exécuté et s'ils avaient agi seuls. Mais la révélation la plus effrayante est venue lorsque la police a élargi son enquête au-delà de Hackman lui-même. Sa chienne bien-aimée, Xena, était également morte quelques jours avant son décès. L'autopsie des restes de Xena a confirmé la présence de la même substance toxique que celle trouvée dans le corps de Hackman. Cela soulève une possibilité terrifiante. L'empoisonnement n'était pas un acte impulsif, mais plutôt un crime méticuleusement planifié, Xena ayant pu être utilisé comme sujet de test pour s'assurer de l'efficacité du poison avant qu'il ne soit administré à Hackman. Si cette théorie est exacte, il ne s'agit plus d'un simple délit financier, mais d'un acte de meurtre hautement sophistiqué et prémédité, disposant de preuves accablantes. La police de Santa Fe ne pouvait plus attendre. Elle a décidé d'arrêter Daniel et Barbara Lenihan à l'aube.
Lors de la perquisition au domicile du couple, les agents ont découvert d'autres documents financiers liés à Hackman, notamment des notes sur des transactions suspectes et des documents juridiques relatifs aux droits de succession. Daniel et Barbara ont été rapidement menottés et placés en garde à vue, tandis que la presse, déjà informée de l'arrestation, a immortalisé chaque instant. En quelques heures, la nouvelle de cette arrestation choquante s'est répandue comme une traînée de poudre, déclenchant un débat national. L'opinion publique est très divisée. D'un côté, on pense que Daniel et Barbara ont méticuleusement orchestré le meurtre de Hackman pour en tirer un profit financier. De l'autre, on soupçonne qu'ils ne sont que les boucs émissaires d'une conspiration bien plus vaste. L'affaire n'a pas seulement ébranlé Sainte-Fé, elle a aussi captivé la nation tout entière. Daniel et Barbara Lenihan étaient-ils vraiment coupables ou étaient-ils les pions d'une machination bien plus complexe et sinistre? Alors que la procédure judiciaire se profile, le monde attend avec impatience l'émergence de la vérité. 4. Les théories autour de l'affaire. L'affaire Gene Hackman devenant de plus en plus complexe. De nombreuses théories ont vu le jour. Les enquêteurs, les médias et le public ont tous proposé des analyses différentes sur ce qui s'est réellement passé. Théorie 1. Daniel et Barbara Lenihan veulent s'emparer de la fortune de Hackman. L'une des théories les plus populaires concernant la mort de Gene Hackman est que Daniel et Barbara Lenihan ont orchestré son meurtre pour s'emparer de sa fortune. Ce soupçon repose non seulement sur des preuves financières irrégulières, mais aussi sur des contradictions dans leurs témoignages. Sur la présence de poison dans le corps de Hackman et sur des indications selon lesquelles son testament aurait été falsifié. Bien que Daniel et Hackman aient été des amis de longue date, leur relation semble avoir été assombrie par la cupidité et des ambitions financières calculées. La police de Sainte-Fé a découvert une série d'irrégularités financières cruciales, montrant que Daniel était confronté à une grave crise financière et que Hackman, avec son immense fortune, était peut-être la cible idéale pour sortir Daniel de son désespoir financier. Les enquêteurs ont découvert que Daniel avait participé à plusieurs projets archéologiques qui n'avaient pas abouti et qui l'avaient laissé accabler de dettes énormes qu'il n'avait pas les moyens de rembourser. Lors d'entretiens avec des connaissances de Daniel, certains témoins ont rappelé qu'il avait fait allusion à une importante somme d'argent à venir, sans que personne ne sache d'où elle proviendrait. Plus suspect encore, les relevés bancaires des derniers mois de Hackman révèlent que d'importantes sommes d'argent ont été transférées à une société privée contrôlée par Daniel, sans qu'aucune explication claire ne soit donnée pour ces transactions. Au-delà de ces signaux d'alerte financiers, la police a découvert un testament inachevé sur l'ordinateur personnel de Betsy Arakawa, l'épouse de Hackman. Ce document contenait une modification importante de la liste des bénéficiaires. Dans cette version, Daniel et Barbara Lenihan avaient été ajoutés de manière inattendue en tant qu'héritiers, recevant une part substantielle des biens de Hackman, alors que ce dernier n'avait jamais mentionné leur laisser quoi que ce soit. Plus inquiétant encore, cette version du testament n'est pas signée, ce qui suggère que Hackman a peut-être hésité ou a été empêché de finaliser les changements. Cette situation a soulevé une question cruciale. Daniel et Barbara ont-ils exploité la santé déclinante de Hackman en le manipulant psychologiquement pour modifier le testament en leur faveur? Les soupçons se sont renforcés lorsque la police a découvert que Daniel avait été en contact avec un avocat spécialisé dans les successions peu de temps avant la mort de Hackman. Au cours de ces discussions, Daniel s'est enquis de la procédure légale permettant de modifier un testament et d'en assurer l'effet juridique immédiat. Pourquoi un soi-disant ami proche s'intéresserait-il de si près au testament de Hackman à un moment aussi délicat? Daniel aurait-il orchestré un plan pour s'emparer de la fortune de Hackman à son décès? Au-delà des manipulations financières et juridiques, la police de Sainte-Fé a trouvé des preuves encore plus accablantes que Hackman n'était pas mort de cause naturelle, mais avait été assassiné, la présence de poison dans son corps ayant été constatée. Dans un premier temps, la mort de Hackman a été attribuée à la vieillesse et à la détérioration de son état de santé. Mais un examen médico-légal complet a révélé la présence d'un composé toxique à action lente dans son organisme. Cette substance particulière pouvait être confondue avec des causes naturelles, à moins d'être spécifiquement testée, ce qui signifie que sans un examen approfondi, son meurtre aurait pu passer inaperçu.
Plus inquiétante encore, les experts médico-légaux ont trouvé des traces de ce poison dans les aliments que Hackman avait consommés quelques jours avant sa mort. Cela laisse supposer que quelqu'un avait délibérément empoisonné ses repas. Mais la révélation la plus effrayante est que la chienne de Hackman, Xena, est morte quelques jours avant lui. L'autopsie de Xena a révélé la présence du même poison dans son organisme. Cela a conduit les enquêteurs à soupçonner que quelqu'un avait testé le poison sur Xena avant de l'utiliser sur Hackman. Si cette hypothèse est correcte, il ne s'agit pas seulement d'un meurtre, mais d'un assassinat méticuleusement planifié et calculé. Au vu de tous ces éléments, Daniel et Barbara Lenehan sont rapidement devenus les principaux suspects. Ils avaient un motif financier évident. Ils ont fréquemment rendu visite à Hackman au cours de ces derniers mois, et ils avaient la capacité d'influencer ses décisions concernant son testament. S'ils étaient vraiment les cerveaux, leur plan aurait pu suivre une séquence structurée, manipulant financièrement Hackman en acheminant de l'argent dans des transactions secrètes, tentant de modifier son testament pour assurer leur héritage. Lorsque ces efforts ont échoué, ils ont eu recours à l'empoisonnement de Hackman pour s'assurer de prendre le contrôle de ses biens. Cependant, Daniel et Barbara étaient-ils les seuls à être derrière ce crime? Ou y avait-il une force plus puissante qui contrôlait tout dans les coulisses? Bien que cette théorie soit largement étayée par des preuves indirectes, la police n'avait toujours pas la preuve directe que Daniel et Barbara avaient administré le poison eux-mêmes. Personne ne les a vus altérer la nourriture de Hackman et, bien que le testament inachevé leur soit favorable, il n'existe aucune preuve définitive qu'ils aient forcé Hackman à le modifier. Par conséquent, l'affaire n'est pas concluante. Mais une chose était sûre. Daniel et Barbara Lenehan avaient trop de relations suspectes pour être ignorées. Même s'ils n'étaient pas les auteurs directs du crime, ils étaient probablement impliqués d'une manière ou d'une autre dans le projet. La police de Santa Fe a poursuivi son enquête, mais à ce jour, la théorie selon laquelle Daniel et Barbara ont orchestré le meurtre de Hackman à des fins lucratives reste l'une des explications les plus convaincantes et les plus plausibles de l'affaire. Théorie 2. Daniel et Barbara n'étaient que des pions. Bien que Daniel et Barbara aient été impliqués dans des transactions financières suspectes liées à Hackman, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils étaient les cerveaux directs. Certains experts en investigation pensent que des individus plus puissants, avec des motivations plus fortes et des ressources plus importantes, étaient en fait derrière l'affaire, utilisant Daniel et Barbara comme couverture pour tromper la police. Ces soupçons ont commencé à se concrétiser lorsque la police de Santa Fe a commencé à s'intéresser à des personnes étroitement liées à Hackman, en particulier Henry Salazar, l'avocat qui gérait la succession de Hackman, et Victor Grayson, un homme d'affaires spécialisé dans l'immobilier qui avait des relations financières avec lui. Les deux hommes avaient des motivations financières évidentes et semblaient avoir bénéficié directement de la mort de Hackman. Mais aucun d'entre eux n'avait été officiellement désigné comme suspect, ce qui rendait l'affaire encore plus déroutante. Le premier signal d'alarme qui a conduit la police à soupçonner une conspiration plus vaste a été la preuve que Hackman lui-même avait commencé à se méfier de son entourage peu de temps avant sa mort. L'un des éléments de preuve les plus importants est un mystérieux appel téléphonique que Hackman a reçu la nuit de sa mort. Les données extraites du téléphone de Hackman montrent qu'il a reçu un appel d'un numéro non identifié à 22H47 M. quelques heures avant qu'il ne soit retrouvé mort. Le numéro de téléphone n'était pas enregistré, ce qui indique que l'appelant a délibérément caché son identité. L'appel n'a duré que 48 secondes. Mais immédiatement après, Hackman s'est livré à des activités suspectes sur son téléphone, notamment en recherchant des documents financiers dans ses courriels personnels. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police découvrait de nouvelles preuves suggérant que Hackman s'était retrouvé, à son insu, mêlé à un réseau financier complexe contrôlé par des personnes puissantes, prêtes à tout pour protéger leurs intérêts. L'un des personnages les plus douteux dans cette affaire est Henry Salazar, l'avocat personnel de Hackman. En tant que personne supervisant directement les actifs de Hackman, Salazar avait un accès total aux documents financiers et pouvait légalement manipuler les actifs de Hackman sans son consentement immédiat s'il le faisait correctement. Les rapports de police ont révélé que quelques semaines avant la mort de Hackman, Salazar avait apporté une série de modifications à la gestion du patrimoine de Hackman, notamment l'ouverture d'un nouveau compte fiduciaire au nom de Hackman sans sa signature vérifiée. Cette découverte est très suspecte.
Si Hackman n'avait pas connaissance de ces changements, cela signifiait que quelqu'un avait tenté d'utiliser son identité pour autoriser des transactions financières sans son consentement. Si Salazar était effectivement responsable de ces manipulations, son implication dans la mort de Hackman ne pouvait être exclue. Mais Salazar n'était pas le seul personnage à faire l'objet d'un examen minutieux. Victor Grayson, un homme d'affaires spécialisé dans l'immobilier qui s'était associé à Hackman, avait lui aussi de solides motivations financières. Grayson avait participé à plusieurs investissements immobiliers avec Hackman et, selon les documents d'enquête, certains des actifs de Hackman liés à ces projets avaient été transférés dans des circonstances inhabituelles peu de temps avant sa mort. La police a découvert que dans les contrats d'investissement de Hackman et Grayson, des modifications importantes avaient été apportées aux droits de propriété quelques mois avant le décès de Hackman. De manière choquante, la propriété des investissements immobiliers de Hackman a été officiellement transférée sous le contrôle de Grayson quelques jours seulement après la mort de Hackman. Cela soulève une question majeure. Grayson a-t-il participé à la mort de Hackman pour s'assurer que ces changements restent irréversibles? Si Hackman avait réalisé qu'il y avait des irrégularités dans ses contrats et avait prévu d'agir, l'éliminer pourrait avoir été un geste calculé pour empêcher toute résistance. Avec l'apparition de tous ces détails, la plus grande question à laquelle la police de Sainte-Fe devait répondre était de savoir si Daniel et Barbara étaient vraiment les cerveaux ou simplement des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. Certains signes suggèrent que Daniel lui-même a pu être manipulé, servant de distraction parfaite pour les véritables orchestrateurs du crime. Si Daniel et Barbara étaient arrêtés, l'attention du public se tournerait immédiatement vers eux, ce qui permettrait à des personnages puissants comme Salazar et Grayson d'échapper à l'examen. Un détail particulièrement inquiétant est que certaines des transactions financières suspectes entre Hackman et Daniel pourraient n'être que la partie émergée de l'iceberg. Il est fort possible que des sommes d'argent encore plus importantes aient été transférées ou volées par les forces cachées qui tirent les ficelles. Si cette théorie se vérifie, Daniel et Barbara pourraient n'avoir été que les pions d'une machination financière bien plus complexe. En fin de compte, l'affaire Hackman reste truffée de questions sans réponse. Si cette théorie est correcte, la mort de Hackman n'est pas seulement un meurtre pour des raisons de richesse personnelle, mais une conspiration hautement coordonnée visant à prendre le contrôle de l'ensemble de son patrimoine. Daniel et Barbara ont peut-être été impliqués dans les premières activités frauduleuses, mais lorsque les choses ont dégénéré et que Hackman a commencé à découvrir la vérité, les véritables cerveaux ont agi en premier, l'éliminant avant qu'ils ne puissent les arrêter. Théorie 3. Quelqu'un a-t-il profité de la mort de Hackman? L'une des théories les plus convaincantes concernant la mort de Gene Hackman est qu'il est peut-être décédé de cause naturelle, mais que quelqu'un a rapidement profité de la situation pour manipuler ses biens en sa faveur. Contrairement à un meurtre prémédité, ce scénario suggère un plan financier calculé qui a été mis en œuvre immédiatement après la mort de Hackman, alors que la confusion et le chagrin submergeaient ses proches. Cette théorie a du poids car elle explique l'existence d'un testament inachevé, ainsi que des transactions financières suspectes qui ont eu lieu avant et après le décès de Hackman. Signes évidents que quelqu'un a vu une opportunité et l'a saisie pour modifier les droits de propriété d'une manière juridiquement contraignante. La question la plus cruciale est la suivante. Si Hackman est vraiment mort de cause naturelle, quelqu'un attendait-il déjà ce moment pour manipuler ses biens avant que l'on puisse détecter un acte criminel? La première étape pour les enquêteurs a été de déterminer si Hackman était bien mort de cause naturelle. L'autopsie initiale n'a révélé aucun signe de violence ou de substance toxique qui aurait pu directement causer sa mort. Cela confirme la théorie selon laquelle Hackman serait mort d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, probablement en raison de son âge et de son état de santé préexistant. Selon les dossiers médicaux, Hackman avait des antécédents d'hypertension artérielle et de problèmes cardiovasculaires, ce qui le rendait très vulnérable aux complications menant à une mort subite. Si la mort de Hackman était vraiment un événement naturel, elle aurait pu constituer l'occasion idéale pour ceux qui cherchaient à exploiter sa richesse. Ces individus n'ont pas eu besoin de tuer Hackman eux-mêmes. Il leur a suffi d'attendre le bon moment pour agir, en profitant du chaos avant que quiconque ne puisse prendre le contrôle de ses finances.
La découverte d'un testament inachevé sur l'ordinateur de sa femme Betsy Arakawa a été l'un des indices les plus probants de l'exploitation de la mort de Hackman. Cette version du testament contenait un changement majeur et inattendu. Daniel et Barbara Lenihan y étaient soudainement ajoutés en tant que bénéficiaires principaux, ce qui contredisait tous les précédents testaments de Hackman, qui avaient principalement laissé ses biens à Betsy. Cependant, ce testament révisé n'a jamais été signé par Hackman, ce qui signifie qu'il n'a aucune valeur juridique. Toutefois, si quelqu'un avait réussi à le valider à titre posthume, cela aurait pu modifier complètement la structure de l'héritage. Cela soulève une question essentielle. Hackman avait-il vraiment l'intention de modifier son testament ou s'agissait-il d'une tentative de falsification fabriquée après sa mort? Si ce document était effectivement une manipulation post-mortem, qui avait le motif et les moyens de l'orchestrer? Au-delà du testament, les enquêteurs ont découvert une série de transactions financières irrégulières qui ont eu lieu immédiatement avant et après la mort de Hackman, étayant encore davantage la théorie selon laquelle quelqu'un avait saisi l'occasion pour manipuler ses avoirs. D'importantes sommes d'argent ont été retirées des comptes personnels de Ms. Hackman quelques jours avant son décès, sans qu'aucune explication claire n'ait été donnée à ces transactions. L'un des transferts les plus importants a été envoyé à une société privée liée à Daniel Lenihan, ce qui laisse penser que ce dernier aurait pu organiser des manœuvres financières avant que Hackman ne perde le contrôle de ses biens. Cependant, ce qui est encore plus alarmant, c'est que certaines des transactions suspectes ont eu lieu après la mort de Hackman, alors que sa succession n'avait pas encore été légalement réglée. Cela suggère que quelqu'un a agi rapidement pour finaliser ces changements, avant que la famille de Hackman ou les autorités judiciaires ne puissent intervenir. L'enquête a fait apparaître un certain nombre de personnages clés, chacun ayant des motivations potentielles. Daniel et Barbara Lenihan, si le testament inachevé était validé, ils deviendraient les héritiers officiels d'une partie importante de la succession de Hackman. Henry Salazar, avocat de Hackman, en tant que gestionnaire légal des actifs de Hackman, Salazar aurait pu avoir le pouvoir de modifier les documents juridiques, faisant basculer le contrôle financier en sa faveur. Victor Grayson, investisseur immobilier. Si Hackman avait des investissements dans des propriétés que Grayson cherchait à dominer, sa mort aurait pu aider Grayson à finaliser légalement des modifications de contrat sans interférence. Le dernier message de Betsy Arakawa et sa disparition soudaine. Un autre indice crucial est un message crypté envoyé par Betsy Arakawa peu avant sa disparition. Son texte disait « Je pense que quelque chose ne va pas ». Cela suggère fortement que Betsy a eu connaissance de quelque chose de suspect concernant les biens de Hackman juste avant son décès. Si Betsy avait découvert des manipulations financières ou avait tenté d'y mettre fin, sa disparition immédiatement après la mort de Hackman n'était peut-être pas une coïncidence. A-t-elle été réduite au silence, menacée, forcée de se taire? Si c'est le cas, cela pourrait signifier que la personne qui a orchestré le montage financier avait besoin de temps pour finaliser son plan, en s'assurant que la fortune de Hackman tombait entre de bonnes mains avant que des poursuites judiciaires ne puissent être engagées contre elle. Si cette théorie est exacte, Hackman n'a pas été assassiné, mais sa mort a été stratégiquement exploitée dans le cadre d'une conspiration financière sophistiquée. Les auteurs n'avaient pas besoin de tuer Hackman. Il leur suffisait d'attendre son inévitable décès et de manipuler ses comptes dans le chaos qui s'ensuivrait. Il ne s'agit donc pas seulement d'une enquête criminelle, mais aussi d'une bataille juridique entre ceux qui se souciaient sincèrement de Hackman et ceux qui cherchaient à tirer profit de sa mort. La police d'Entaf poursuit son enquête, mais un fait est indéniable. La mort de Hackman a été l'occasion idéale pour quelqu'un de réaliser des opérations financières hautement calculées, ce qui signifie que cette affaire est loin d'être terminée. 5. La justice est-elle rendue? Les avocats de Daniel et Barbara Lenihan ont fait valoir que la police ne disposait pas de preuves matérielles concrètes permettant d'établir définitivement la culpabilité de leurs clients. Aucune trace de poison n'a été trouvée en leur possession. Aucun témoin direct ne les a vus commettre un crime.